Merci de suivre cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. Au sommaire de cette édition, le syndicat des enseignants du Tchad des sections de N'Djamena a tenu une assemblée générale ce 1er avril afin d'examiner les difficultés du secteur, notamment la loi 032 et la signature attendue du protocole d'accord. Vous aurez le détail dans ce journal. Le ministre secrétaire général de la présidence a dévoilé dans l'après-midi de ce 1er avril 2026 un remaniement gouvernemental marqué par l'entrée de nouvelles figures et le retour de personnalités connues. Plus de détails dans cette édition. Et enfin, page noire, décidée le 30 mars, le journaliste Évariste Ouadjouli Ibi a reçu un dernier hommage ce 1er avril au quartier Ngondba dans le 9e arrondissement de N'Djamena en présence de sa famille, de ses collègues et de ses proches. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bienvenue à toutes et à tous. Ce qui ressemblait à une simple annonce en ce 1er avril s'est finalement transformé en un moment politique majeur. Après une matinée de doutes et de spéculations, le voile est levé sur le nouveau gouvernement tchadien. Entre confirmations attendues, entre remarqués et subtils jeux de repositionnement, le gouvernement à la main 3 ouvre une nouvelle séquence de décryptage dans ce reportage signé Lunus Fogab. Tout a commencé aux alentours de 11h ce mercredi par une publication aussi brève sur la page Facebook officielle de la présidence de la République. Une formule inhabituelle qui a immédiatement enflammé les réseaux sociaux et alimenté les spéculations dans l'opinion publique. En ce jour symbolique du 1er avril, nombreux étaient ceux qui évoquaient un simple poisson d'avril. Mais à mesure que les heures s'égrenaient, le doute laissait place à l'attente. C'est finalement aux environs de 13h que le voile sera levé. Sur les antennes de la télévision nationale, le secrétaire général du gouvernement apparaît, visage fermé, d'un ton solennel, pour donner lecture du très attendu remaniement ministériel. Une annonce qui marque la naissance du gouvernement à la maille 3. La nouvelle équipe gouvernementale se distingue par une structuration renforcée autour des ministères d'État et des pôles stratégiques. La nomination de Lamine Mahamat au poste de vice-premier ministre chargé de la décentralisation, cumulant également le portefeuille de l'administration du territoire, confirme la volonté de l'exécutif de consolider la gouvernance territoriale, un chantier longtemps attendu. Parmi les maintenus notables, Tahir Amin Guiling conserve les finances et le budget, garantissant une certaine continuité dans la gestion économique. De même, le docteur Abdoulaye Sabou Fadoul reste aux affaires étrangères, consolidant la diplomatie tchadienne dans un contexte régional et international complexe. L'une des nominations les plus scrutées demeure celle du docteur Sitar Yombatina Beni, dont l'entrée au gouvernement était pressentie depuis plusieurs semaines, sans que son futur portefeuille ne soit connu. Il hérite finalement du ministère d'État en charge de l'enseignement supérieur, un secteur clé pour la transformation du capital humain. Autre fait marquant, l'arrivée remarquée et remarquable du jeune Abaka Naï à la tête du ministère de la Jeunesse et des Sports. Une nomination qui incarne un signal fort en direction de la jeunesse tchadienne dans un contexte où l'attente en matière d'emploi et d'inclusion reste élevée. Dans la même dynamique, l'entrée de Saleh Bourma comme ministre délégué auprès du ministère des Finances, chargé de l'économie, du plan et de la coopération internationale, traduit une volonté renforcée de planification stratégique et d'attractivité économique du pays. Ce remaniement est également marqué par d'importants mouvements internes. Madame Delenoji Alice Nyambaye, précédemment en charge des mines et du pétrole, est désormais nommée ministre de la Justice et garde des Sceaux. Elle cède son ancien portefeuille à Madame Fatimé Aram Assine, jusque-là ministre déléguée auprès des Finances. Dans le secteur des télécommunications, le docteur Bouka Michel quitte ses fonctions, remplacé par Haliki Choua Mahamat, marquant un renouvellement dans un domaine stratégique à l'ère du numérique. Autre positionnement de taille, le docteur Mahamat Ahmad Alabo, qui quitte le secrétariat général de la présidence pour devenir ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, du bilinguisme et de la promotion civique. Une nomination
qui souligne l'importance accordée à la réforme du système éducatif. Le gouvernement à la main étroite se caractérise par une composition élargie intégrant plusieurs ministères délégués et secrétaires d'État. Avec l'entrée de Abel Maïna en tant que secrétaire d'État aux télécommunications et à l'économie numérique. Cette configuration vise à renforcer l'efficacité de l'action publique dans des secteurs techniques et spécialisés. Au-delà des nominations, ce remaniement traduit un subtil équilibre entre continuité et renouvellement. Le maintien de certains poids lourds du gouvernement résume quant à la stabilité des politiques publiques, tandis que l'entrée des nouvelles figures, souvent jeunes ou issues des parcours techniques, témoigne d'une volonté de modernisation de l'action gouvernementale. La nomination d'un vice-ministre chargé de l'administration du territoire, très attendue, vient également répondre aux enjeux de décentralisation et de gouvernance locale. Reste désormais à observer la capacité de cette nouvelle équipe à répondre aux défis majeurs du Tchad, notamment le développement économique, l'emploi des jeunes, la stabilité sécuritaire et la transformation numérique. Le syndicat des enseignants du Tchad, section de N'Djamena, a tenu une assemblée générale ce mercredi 1er avril 2026 à son siège situé à l'école du centre. Cette rencontre visait à faire le point sur les difficultés que rencontrent les enseignants, notamment l'application de la loi 032 entraînant la réduction des salaires, ainsi que la signature attendue du protocole d'accord relatif au décret 2850, compte rendu Ngano Olga. L'enseignant a tout donné, tout. L'enseignant a tout donné. La rencontre a débuté par l'exécution de l'hymne des enseignants. Conformément à la tradition, elle s'est poursuivie par la présentation d'un sketch illustrant les conditions de vie difficiles des enseignants, notamment durant le mois de février, marqué par l'absence des salaires. Une prestation qui a suscité à la fois des rires et une profonde émotion parmi les participants. Chacun se reconnaît dans la réalité décrite. Prenant la parole, le secrétaire du 7, section de N'Djamena, Abdelkader Dibia, a dénoncé ce qu'il qualifie d'injustice à l'égard des enseignants. Selon lui, contrairement aux fonctionnaires d'autres secteurs qui continuent de percevoir l'intégralité de leur salaire malgré des mouvements de grève, les enseignants subissent l'application de la loi 032, entraînant les retenues salariales. Aujourd'hui encore, d'autres corps de métiers sont en grève illimitée et ils ont perçu leur salaire de mars. Donc quelle est cette injustice ou bien quelle est cette haine envers les enseignants de N'Djamena? Notre grève annonce par rapport à la signature du protocole d'accord. Les décrets 28 et 50 étaient signés. Il est question que le protocole d'accord voit le jour. C'est dans le protocole d'accord qui nous permettra de comprendre sur le logement, on a ajouté tel, sur les crèches, on a ajouté tel, sur le prime des engagements, on a ajouté tel, sur le prime de risque, on a ajouté tel. Au cours des échanges, plusieurs enseignants sont intervenus tour à tour pour exprimer leur mécontentement et proposer des pistes d'action. Face à la promesse du gouvernement de signer le protocole d'accord le 3 avril, l'Assemblée générale a décidé d'accorder un délai supplémentaire. Les enseignants prévoient de se retrouver après les congés de Pâques pour évaluer la situation et envisager la suite à donner à leur mouvement. Par ailleurs, le 7, section de N'Djamena, appelle les membres à une journée de prière prévue le vendredi 3 avril à son siège. À l'issue de leur assemblée générale tenue ce 1er avril à l'école du centre, les enseignants du 7, section de N'Djamena, ont lancé un cri d'alarme au gouvernement face à leurs conditions de travail. Ils affirment rester fermes dans leur mouvement de revendication malgré les menaces de suspension des salaires et exigent la signature du protocole d'accord relatif au décret 2850. Ils s'expriment au micro de Ngano Olga. En réclamant le droit, et voilà, on nous a coupé le salaire et l'État a fait sortir encore la loi 32. C'est une façon de nous intimider, on ne sait jamais. Alors, l'État même a pensé comment pour appliquer la loi 32. Nous les enseignants,
Nous ne sommes pas des commerçants. Moi qui parle, je suis une enseignante. Et voilà, avec les 11 orphelins, c'est à cause des salaires. J'envoie les enfants à l'école. Je fais tout avec mon salaire. Mais ce que l'État veut des enseignants, je n'en sais plus. L'objectif de notre lutte, c'est l'application du décret 2850 qui a abrogé le décret 477. Ce n'est ni l'application du décret de la loi 032 ou encore la pression exercée sur les enseignants pour les dissuader, pour les amener à oublier leurs objectifs qu'ils ont déjà fixés. Nous, notre objectif, c'est l'application du décret 2850. Si le gouvernement a commencé par couper ou par appliquer la loi 032 sur les enseignants en coupant le salaire, je leur dirais d'apprêter, voire même encore autres ciseaux. Pas seulement les ciseaux, ils vont finir par même annuler carrément même le salaire pendant 1 an. Ça, ce n'est pas notre problème. De l'éducation, le président de la République, le Premier ministre, ce sont les fruits des enseignants. Sans nous là, comment eux ils vont faire les discours? Sans nous, comment ils vont obtenir leur portefeuille ministériel? Tout le cri des enseignants, est-ce que Momar Kaka n'a pas écouté ça? Si sincèrement Momar Kaka c'est un président, c'est un jeune qui tend la main comme il a tendance de dire là, le problème des enseignants ne doit pas perdurer de la manière. Ça doit résoudre immédiatement. Mais comment se fait-il Momar Kaka dorme tranquille dans ses clims et il a mis les militaires de gauche à droite, on l'a cadré et nous les anciens on montre la poussière. Express Union Tchad a officiellement inauguré ce mercredi 1er avril 2026 une nouvelle agence dans le quartier d'Embé, situé dans la commune du 6e arrondissement d'Indiamina. La cérémonie s'était tenue en présence des autorités communales et du personnel de l'institution Assiam Kandiara. Express Union Tchad poursuit l'extension de son réseau dans la capitale tchadienne. L'institution financière a procédé à l'ouverture officielle d'une nouvelle agence du quartier d'Embé, renforçant ainsi sa proximité avec sa clientèle. À travers cette implantation, Express Union entend offrir les services financiers plus performants, inclusifs et adaptés aux besoins des populations. Parmi les innovations proposées figurent notamment le service Express Mobile Money, la monétique avec les cartes Amana et Aina Machala destinés aux clients VIP, le financement des petites et moyennes entreprises, ainsi que les services de transfert et de paiement. Lors de son intervention, le directeur général d'Express Union Tchad, Ndogmo Djoumazon Ebenezer, a souligné que cette initiative s'inscrit dans une dynamique de rapprochement avec les usagers. Selon lui, la délocalisation de cette agence ne constitue pas un simple changement d'adresse, mais traduit une volonté stratégique de mieux servir la clientèle. La délocalisation de cette agence n'est pas un simple changement d'adresse, mais elle traduit une volonté constante de notre rapprochement davantage vers nos clients, de mieux répondre à leurs attentes, de leur offrir un cadre plus accessible, moderne, adapté pour renforcer notre proximité économique au 6e arrondissement. Prenant la parole à son tour, la maire de la commune du 6e arrondissement, Zenaba Edith, s'est félicitée de cette ouverture qu'elle considère comme une avancée significative pour le développement économique local et l'amélioration de l'accès aux services financiers dans sa commune. L'ouverture de cette agence constitue une avancée significative pour notre arrondissement. En effet, l'implantation de cette structure financière de proximité vient renforcer l'inclusion financière de nos populations. Elle facilitera les transactions, soutiendra les activités économiques locales et offrir à nos concitoyens un accès plus rapide, plus sûr, plus fiable aux services des finances. La cérémonie s'est achevée par la coupure du ruban symbolique, suivant d'une visite guidée des installations marquant ainsi l'ouverture officielle de cette nouvelle agence. Chaque année, le 1er avril donne lieu à une vague mondiale de plaisanteries, de canulars et de fausses annonces. Derrière cette journée légère se cache une histoire riche, mêlant tradition ancienne, mutation culturelle et évolution des médias. Tifira Vanessa Boli.
La Journée mondiale de la blague, célébrée chaque 1er avril, est une occasion universelle de partager un moment de légèreté. Connue dans de nombreux pays sous le nom des poissons d'avril, elle s'est imposée comme un rendez-vous incontournable pour les amateurs d'humour. Ses origines remontent à plusieurs siècles, même si leur histoire exacte reste sujette à débat. Certaines traditions l'associent notamment au changement des calendriers. Au-delà des plaisanteries, cette journée met en lumière les bienfaits du rire sur la santé. Réduction du stress, amélioration de l'humeur et renforcement des liens sociaux sont autant de raisons de célébrer cette journée avec enthousiasme. Dans les rues d'Injamena, la connaissance de cette journée reste toutefois inégale. Si certains jeunes s'approprient pleinement cette tradition à travers les réseaux sociaux et les nouvelles formes d'expression numérique, d'autres en ignorent encore la portée culturelle. Selon moi, ça n'a pas vraiment d'importance, puisque souvent les blagues qui se font cette journée, c'est un peu trop bizarre pour moi en fait. Les gens sont là, ils se mettent un bon matin, ils envoient des blagues qui font peur, et ça et là, et puis pour finir, tu te rends compte que ce sont des choses inutiles, des choses que tu n'as même pas envie d'entendre, et puis quelqu'un te fait des blagues là-dessus. Oui, je le connais, cette journée. Communément, on appelle ça souvent journée de poisson d'avril. Surtout les blagues entre des potes, des amis, parfois même il y a des mariés qui le font. Donc je trouve que c'est plutôt important cette journée. Et ce n'est que le début. Moi, pas vraiment. Dire que cette journée a une importance, je ne sais pas en quoi est-ce qu'elle est importante. On sait toujours que même avant et après le 1er avril, les mensonges ont existé, les gens ont blagué, mais au-delà de ça, elle n'est pas vraiment importante pour moi. Malgré ces évolutions, l'esprit du 1er avril demeure inchangé. Il s'agit avant tout d'un moment de légèreté collective, où l'humour sert le lien social. Dans un monde souvent marqué par les tensions, cette journée rappelle l'importance du rire. Et de la dérision dans les interactions humaines. En sport, la Coupe du monde de la FIFA 2026 s'annonce historique pour le continent africain. Avec jusqu'à 10 nations qualifiées, une première, l'Afrique aborde cette édition avec des ambitions renouvelées. Au-delà d'une simple participation, plusieurs sélections visent désormais le dernier carré, voire le sacré suprême. Quelles sont réellement leurs chances? Mohamed Brahim. La Coupe du monde 2026 pourrait marquer un tournant décisif pour le football africain. Grâce à l'élargissement de la compétition à 48 équipes, la zone de la Confédération africaine de football bénéficie désormais de 9 places directes avec une deuxième potentielle via les barrages intercontinentaux. Une avancée majeure qui renforce considérablement la présence africaine sur la scène mondiale. Jamais auparavant, le continent n'avait aligné un tel nombre de représentants. Cette montée en puissance traduit une progression globale du niveau de jeu, mais aussi une meilleure structuration du sélection nationale. Certaines équipes, à l'image des Léopards de la République démocratique du Congo, dirigées par Sébastien Desabre, ont démontré leur capacité à rivaliser avec des nations de premier plan pour décrocher leur qualification. Au-delà des chiffres, c'est un véritable changement de statut qui s'opère. Longtemps perçu comme un outsider, l'Afrique s'affirme désormais comme une force collective crédible. Les précédents parcours de l'équipe nationale du Ghana en 2010, quart de finaliste et surtout l'équipe nationale du Maroc, demi-finaliste historique en 2022, ont ouvert la voie à de nouvelles ambitions. Cette dynamique s'appuie également sur une génération de joueurs évoluant au plus haut niveau international. Des figures comme Sadio Mané, Mohamed Salah, Achraf Hakimi ou encore Cédric Bakambu incarnent cette montée en gamme. Leur expérience dans les grands championnats européens constitue un atout majeur en termes de compétitivité et de gestion des grands rendez-vous. Toutefois, les défis restent immenses. La régularité, la gestion de la répression et la profondeur de banc seront déterminantes pour espérer franchir un cap supplémentaire. Si certaines sélections semblent désormais armées pour atteindre les quarts de finale, voire les demi-finales, la conquête du titre mondial demeure un objectif ambitieux, mais encore incertain. Une chose est sûre, en 2026, l'Afrique ne viendra pas pour apprendre, mais pour conquérir. Une cargaison de brut russe accoste à Cuba. L'Afrique du Sud tente de limiter la hausse des prix à la pompe.
mondial 2026, la RDC se qualifie et complète le contingent africain, l'essentiel de l'actualité internationale de ce 1er avril 2026 avec Atoringue Marinoué. Un pétrolier russe, Anatoly Kolytkin, a accosté mardi au port cubain de Matanzas avec à son bord 730 000 barils de pétrole, une première cargaison de brut depuis presque 3 mois. Un soulagement pour les habitants de cette île sous blocus énergétique américain. Cuba ne produit à peine 40% de carburant dont elle a besoin et dépend des importations pour alimenter son réseau électrique. Cette cargaison devrait permettre de produire environ 180 000 barils de diesel, capable de couvrir la demande quotidienne du pays pendant 9 à 10 jours. Une petite lueur d'espoir pour les habitants. Mardi, l'Afrique du Sud a décidé de réduire temporairement la taxe sur les carburants pour une durée d'1 mois afin d'atténuer l'impact de la flambée mondiale des prix du pétrole alimenté par la guerre en Iran. Cette décision intervient alors que les prix à la pompe connaissent l'une des plus fortes hausses jamais enregistrées. Dans un communiqué conjoint, les ministres des Finances et du Pétrole ont annoncé une baisse de 3 rands, 0,18 $ par litre de la taxe générale sur les carburants. Malgré cette mesure, les prix continueront d'augmenter fortement. Le diesel devrait grimper de 7 rands par litre, soit une hausse d'environ 40%, tandis que l'essence, bien que moins chère, devrait augmenter d'environ 15%. La République démocratique du Congo s'est imposée face à la Jamaïque, devenant ainsi la 10e nation africaine qualifiée pour la Coupe du monde de football, prévue du 11 juin au 19 juillet prochain aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Jusqu'ici, l'Afrique ne comptait que 5 représentants en phase finale. Mais avec l'élargissement du tournoi à 48 équipes pour l'édition 2026 contre 32 auparavant, le continent enverra un nombre record de 10 sélections. Les Léopards de la RDC ont validé leur qualification tôt ce mercredi au Mexique, mettant fin à 52 ans d'absence grâce à une victoire 1-0 face aux Reggae Boys lors du tournoi de barrage de la FIFA. Décidé le lundi 30 avril 2026 à N'Djamena, les obsèques de notre confrère du journal à lui d'Info, Évariste Ouadjili Ibé, ont eu lieu ce 1er avril au quartier Ngonba, dans le 9e arrondissement de la capitale. Parents, amis, collègues et connaissances se sont mobilisés pour lui rendre un dernier hommage, Tangso Hamta. Une vive émotion a marqué les obsèques de notre confrère Évariste Ouadjili Ibé. Après le retrait du corps de la morgue très tôt dans la matinée, le cortège s'est ébranlé pour le domicile familial pour lui rendre un dernier hommage. Entre tristesse et recueillement, les témoignages se sont succédés pour saluer la mémoire d'un homme courtois et courageux aimant la perfection. Évariste est le premier fils, mais il incarne l'image d'un monsieur que je voudrais vous le présenter, qui n'est pas un mondan, chez qui on a vécu et qui a éduqué en partie Évariste avec ses enfants. Je voudrais remercier ses amis de travail à l'UIDA, la communauté des journalistes, ceux qui ont étudié avec Évariste à Yaoundé ou à Tchang. Ses confrères journalistes ont rendu un hommage appuyé à celui qui, de son vivant, s'est distingué par sa rigueur et sa passion pour l'information. Pour plusieurs d'entre eux, Évariste Ouadjili Ibé était non seulement un collègue, mais aussi un ami toujours disponible. C'est quelqu'un qui n'a pas de problème. C'est quelqu'un très simple, très humble. C'est quelqu'un qui a su comment manier la plume. Et c'est quelqu'un qui conscientise à travers son écrit. C'est quelqu'un qui éduque, qui oriente à travers ce qui pose comme l'écrit. Des membres de sa famille visiblement éprouvés ont exprimé leur gratitude à l'endroit de tous ceux qui ont apporté leur soutien durant cette épreuve difficile. Ils ont également appelé à perpétuer les valeurs de solidarité, d'humilité et de persévérance incarnées par le disparu. La disparition d'Évariste Ouadjili Ibé laisse un grand vide dans le paysage médiatique tchadien où il aura contribué à travers son travail à informer et sensibiliser l'opinion publique. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Très bonne suite de programme sur Tchad 24.